Gymnastique artistique. Telle est l'appellation moderne d'une activité physique qui a ses titres de noblesse. Gymnastique artistique, une appellation mais aussi une définition. Il s'agit bien de sport et d'art. La gymnastique est essentiellement un sport de base. Sa pratique exige en effet des athlètes complets, susceptibles d'utiliser toutes les ressources du corps humain en mouvement et d'aboutir à la vertu la plus rare, la parfaite coordination de tous ses membres. Coordonner, c'est cultiver au maximum des qualités essentielles. La souplesse, la détente, la force, grâce à laquelle se manifeste la disposition la plus singulière du gymnaste, la réalisation de l'équilibre. L'imagination intervient ensuite pour concevoir des exercices originaux et assurer leur liaison à l'intérieur d'un rythme général d'exécution sans lequel le geste sportif isolé n'aurait pas sa pleine valeur esthétique. C'est ainsi que nous pénétrons dans le domaine de la création artistique, dans celui de l'art proprement dit. Mais cette création n'est pas spontanée et ne devient évidente qu'au prix d'une abnégation personnelle de tous les instants. Seul un entraînement rigoureux permet l'épanouissement des dons naturels, développe et affermit la résistance physique et surtout consacre l'automatisme et la précision absolue des gestes. Les gymnastes contemporains frôlent incontestablement les limites de la perfection. Mais ils deviennent alors plus vulnérables à l'erreur même vénielle qui risque d'amputer un capital durement et magistralement acquis. Soumise à l'appréciation d'un jury exigeant, le gymnaste de compétition n'a pas à sa disposition, comme l'artiste de music-hall, l'élément burlesque qui fait partie du jeu. Et cependant, malgré toutes les difficultés, jamais le niveau de la gymnastique artistique masculine n'a été aussi élevé, comme en témoignent les derniers championnats du monde de Prague. Réunion prestigieuse, 136 athlètes, 24 nations venant de tous les coins du monde, 136 athlètes luttant certes par ambition personnelle, mais aussi parce que finalement, ils sont chargés de défendre les couleurs de leur pays. « 12 mètres sur 12, des limites impératives à ne pas dépasser sous peine de sanction, mais à l'intérieur desquelles le gymnaste est le maître absolu du sol et de l'espace. Carré privilégié donc, où va pouvoir commencer l'exécution de symphonies corporelles, réalisées sans le secours de la musique et composées par chacun des concurrents selon son origine, sa morphologie, son inspiration. Le premier soliste, Ono, le prestigieux japonais, deuxième des Jeux Olympiques de Rome, le champion sans défaillance, qui depuis près de 10 ans
et le chef de file de son équipe nationale. Sa carrière éblouissante n'aura pas été couronnée par le titre de champion du monde, et Prague l'aura certainement vu gravir une dernière fois le chemin de la compétition officielle. Non sans l'avoir consacré avec enthousiasme à l'issue d'une matinée épique, champion du monde de la barre fixe 1962. Si Ono figure déjà le passé, il semble bien que les portes d'un avenir plein de promesses s'ouvrent devant Leontiev. Représentant talentueux de la nouvelle école soviétique, ce gymnaste longiligne et élégant est toutefois un athlète puissant aux qualités physiques multiples. Capable de réaliser des exercices où la force pure est indispensable, il lui est possible de les enchaîner avec le maximum de souplesse. C'est ce registre étendu qui fait de lui un des prototypes de la gymnastique moderne. Le japonais Indo fut certainement un des gymnastes qui ont marqué les championnats de Prague par leur forte personnalité. Figurant dans 5 finales, deuxième au classement général individuel, ce jeune homme de 22 ans est devenu un grand de la gymnastique mondiale en s'imposant par une technique impeccable et en manifestant tout le long de la compétition un sang-froid de chevronné. Si Indo occupe maintenant une position si enviable dans la hiérarchie des champions, il le doit à des progrès stupéfiants, puisque sa première apparition dans le grand concert international ne date que des Jeux de Rome. Seul concurrent à avoir abandonné le Sokol classique pour le short de plein air, le jeune Italien Menichelli ne manifeste pas son originalité que sur le seul plan vestimentaire. Il est permis de dire en effet qu'il apporte réellement dans le domaine des exercices au sol une nouvelle forme d'expression. Utilisant des qualités acrobatiques de premier plan, il parvient à imprimer à ses exercices un rythme intense qui traduit bien son tempérament de latin, grâce auquel s'exprime la générosité dans l'effort, l'improvisation constante et le soin dans la recherche plastique. Ce travail de voltige, d'une efficacité visuelle maximum, soulève incontestablement les foules, mais les puristes n'y trouvent pas leur compte sans réserve. Ainsi s'explique la 3e place de Menichelli, alors que le verdict populaire lui avait accordé la première sans hésitation. Si Aihara, déjà champion olympique dans cette spécialité, a conquis également le titre de champion du monde, c'est qu'il a su compenser la fougue et le brio de son jeune concurrent par une exécution plus assurée et surtout plus conforme à la lettre d'un règlement bien précis. Les juges se doivent d'admettre
que la perfection dans la réalisation d'un exercice difficile compte plus que la composition d'ensemble, aussi brillante soit-elle. Si elle est plus orthodoxe, il est vrai également que la prestation de Haïhara est finalement plus variée, car elle fait appel à des qualités plus complètes et à une culture gymnique plus étendue. Deux poignées sur un cheval symbolique, deux seuls points fixes de prise et d'appui pour réaliser des évolutions complexes à base de déséquilibre permanent. Les mains pouvant s'accrocher solidement, mais très souvent aussi posées à plat sur le cuir lisse. Le cheval d'arçon est un instrument de précision redouté qui impose, si l'on veut être convaincant, de travailler au dixième de millimètre près. Gajos, le premier concurrent, appartient à cette équipe tchèque qui va remporter devant un public déchaîné une brillante troisième place, aux dépens d'ailleurs de son éternel rival, la Finlande, dont Häkkinen défend précisément les couleurs. Häkkinen correspond à la définition même du gymnaste nordique, dont la morphologie s'adapte particulièrement bien aux caractéristiques du cheval d'arçon. Si la morphologie des Nordiques convient tout à fait au travail imposé par le cheval d'arçon, on ne peut pas en dire autant de celle des Japonais. Le premier exemple est fourni par Mitsukuri, dont le mérite n'en est que plus grand d'atteindre une telle perfection sur un engin aussi peu destiné aux hommes de sa taille. Résultant de l'addition des points obtenus au cours de 6 épreuves imposées et de 6 épreuves libres, le titre de champion du monde ne peut consacrer en tout état de cause qu'un gymnaste de grande classe ayant manifesté tout le long d'une compétition harassante une régularité exemplaire. Ce fut à Prague le cas de Yuri Titov, dont le passé est au surplus riche d'exploits authentiques et qui accède ainsi pour la première fois à l'honneur suprême. Distinction accueillie avec un filiment de sympathie générale. 3 concurrents vont se succéder. Ye Yita, le chinois, Tsurumi, le japonais, Yu Lifeng, un autre chinois. 3 représentants de 2 grandes nations asiatiques. La Chine, 4e au classement général par nation. Une débutante toute récente, mais déjà une révélation. Des prémices de grande qualité, mais surtout des possibilités qui paraissent immenses. Le Japon, une école prestigieuse qui brille depuis longtemps et ne cesse de progresser. Une pépinière de talents remarquables où l'apprentissage du champion commence dès le plus jeune âge. Une nation où la pratique de la gymnastique artistique constitue un rite de première grandeur. Et la question se pose, la Chine et le Japon ne seront-elles pas, grâce à leurs qualités spécifiques, les maîtres incontestés de la gymnastique de demain?
Boris Tchaklin, champion du monde 1958, champion olympique en 1960, merveilleux athlète aux proportions remarquables, fut longtemps considéré comme un gymnaste inaccessible dans le cadre des compétitions officielles de grande importance. Malheureusement pour lui, Prague a paru prouver que son règne avait atteint son apogée. Miroslav Cerar, le Yougoslave, champion d'Europe 1961, considéré par certains comme l'outsider possible des championnats du monde, va réaliser aux Arcsons un exploit sensationnel, conquérir la première place avec la moyenne étonnante et jamais vue de 19,75. Ne disposer que de points d'appui mobiles et fuyants pour stabiliser brusquement le corps dans l'espace et pour triompher des effets antagonistes de la pesanteur, tel est le problème posé par cet engin constitué par deux cercles de bois reliés chacun à un câble souple. Problème qui ne peut être résolu que par le plein emploi de la force. Armando Vega est incontestablement un homme fort. Ce gymnaste fait partie d'une équipe valeureuse, celle des États-Unis qui a pris la 6e place au classement général. Résultat estimable, mais qui ne semble pas satisfaire cette nation, dont l'effort de recrutement et de préparation va s'intensifier dans le but de pouvoir rivaliser un jour avec les meilleurs. Prétendre que l'âpre dualité qui oppose depuis 10 ans l'URSS et le Japon n'est pas la cause déterminante du niveau exceptionnel qu'a atteint la gymnastique masculine serait nier l'évidence. Prague a été le témoin subjugué de luttes inoubliables dont les protagonistes, à 2 ou 3 exceptions près, provenaient toujours des rangs des deux équipes reines. Si Tchaklin a dû abandonner le sceptre individuel, l'URSS a laissé au Japon le titre qu'elle possédait en 1958, champion du monde par équipe. Ils eurent d'ailleurs de précieuses compensations, ne serait-ce justement que la première place aux anneaux, place dont ils avaient jusqu'ici l'apanage régulier grâce à Albert Azarian. Azarian basait essentiellement son travail sur l'utilisation de la force pure. De ce fait, son exécution d'ensemble révélait une certaine monotonie. Il semble maintenant, et Leontiev le prouve, qu'on veuille détourner une partie du potentiel représenté par la puissance musculaire pour accomplir des mouvements dynamiques plus nombreux.
Un dos traduit au maximum l'orientation moderne de la gymnastique artistique et pratique un travail vivant et varié, mais aussi d'une difficulté accrue. Ce sont ces qualités que les juges ont appréciées, permettant à un dos de remporter une brillante deuxième place, puisqu'il ne fut devancé dans cette spécialité que d'extrême justesse par le lauréat Titov. Si Titov, lui, a conquis de haute lutte la première place, il le doit à une prestation d'ensemble qui s'est imposée par une plus grande netteté et, disons-le aussi, par une plus grande maîtrise dans les enchaînements. Cheval d'Arçon vient de tourner sur lui-même de 90 degrés pour devenir, sans arçon, le parfait étalon des franchisseurs d'obstacles. Une course d'élan rigoureusement calculée, un appel précis sur un tremplin souple, une impulsion maximum et le gymnaste s'envole. Deux secondes d'exécution délicate, pendant lesquelles se conquiert ou non un titre de champion du monde dans la spécialité. Mais quelle que soit l'invention personnelle que l'on tente d'apporter dans la réalisation d'un tel exercice, il est clair que la variété des sauts est forcément limitée. C'est ce qui explique pourquoi le déroulement de cette épreuve offre le caractère d'une certaine uniformité. En tout état de cause, il faut bien que les concurrents soient départagés selon leur mérite. Ne disposant que d'un temps d'appréciation forcément très court, les juges doivent manifester une grande compétence pour déterminer en valeur absolue la note exacte qui doit être attribuée à chaque saut. C'est là un aspect de la question qui a son importance.
Il arrive qu'un athlète ait des raisons personnelles de se surpasser. C'est peut-être l'explication de la performance du Tchèque Kerbek, qui a su trouver en lui les ressources suffisantes pour offrir à un public survolté le titre de champion du monde 1962 du saut de cheval. Réaliser sur un bras un équilibre parfait, c'est mépriser volontairement la loi de facilité, car en fait, sur deux barres parallèles, se trouvent répartis des points d'appui en nombre illimité, comme on peut en trouver sur un plan horizontal. Les deux bras du gymnaste peuvent alors travailler de la même façon, et tous les mouvements où la symétrie est indispensable sont possibles. Ligne corporelle et élégance des gestes parfaites, telles sont les deux vertus que l'on doit posséder si l'on veut briller aux barres parallèles. En bref, il s'agit là d'esthétique pure. Il est incontestable que le chinois Yu Lifeng offre à ce sujet toutes les garanties désirables. Posséder des qualités originelles comme celles de l'asiatique Yu Lifeng confère certainement un avantage indéniable dans la recherche de l'attitude plastique idéale. Mais ce don de la nature est-il irrésistible? Nullement, ainsi que le prouve Carminucci, ce jeune produit de l'école italienne, qui a réussi par un entraînement acharné à acquérir une très grande pureté de style. Manny Kelly, lui, apporte aux barres parallèles la même fougue que celle qu'il apporte aux exercices au sol. Et sans une faute initiale inattendue, il est certain qu'il se serait classé parmi les meilleurs, tant il a su tirer parti de sa puissance musculaire et de sa détente exceptionnelle. Yamashita, ainsi que son chef de file indo qui va lui succéder, prouvent à nouveau, s'il en était besoin, que les Japonais, grâce à leurs qualités multiples, et grâce surtout à leur sensibilité musculaire remarquable, sont des gymnastes incomparables et parfaitement polyvalents. Mais voici venir une nouvelle fois Chaplin, véritable métronome humain, qui a voulu faire de la sûreté une de ses qualités premières. Le résultat, une production proche de la perfection, mais débouchant sur un classicisme sans saveur particulière dans les liaisons. Chaplin, un athlète maître de lui, qui se méfie des initiatives périlleuses.
Serrar, par opposition à Tchaklin, apporte dans sa prestation une grande originalité et une difficulté d'enchaînement constante. C'est cette conception des choses qui lui a permis, après les Arçons, de remporter aux barres parallèles son deuxième titre mondial. Mais celui-ci ne fut acquis que d'extrême justesse, les juges ayant longtemps hésité entre la rigueur sans faille de Tchaklin et l'audace inventive de Serrar. Une évaluation à faire entre l'orthodoxie et le goût du risque. La controverse reste probablement ouverte. Dernière arabesque d'un mouvement qui en a comporté beaucoup d'autres, le corps est projeté dans l'espace et tourne sur lui-même avant de se figer au sol. À gré de suspension le plus logique qui soit, la barre fixe n'est pas autre chose qu'un axe de rotation idéal autour duquel le gymnaste emmagasine le maximum de puissance dans des élans préparatoires de grande amplitude. La gymnastique française, qui fut à l'origine du développement inouï des agrès dans le monde, a certes subi une éclipse prolongée. Mais l'enthousiasme de ses représentants actuels n'est pas entamé et permet de songer à un avenir meilleur. Metteurs en scène avisés, les organisateurs des compétitions gymniques placent toujours la barre fixe en fin de programme, étant ainsi assurés de terminer la réunion sur un accent d'apothéose. Spectaculaire, la barre fixe l'est essentiellement, elle peut même devenir éblouissante quand elle se pratique au sommet, comme ce fut le cas au Stadium de Prague. Il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. La facilité d'exécution des gymnastes à la barre fixe paraît dérisoire, mais ce serait diminuer injustement leur mérite que de penser que tout se joue sur la seule nature d'un engin accommodant. Celui qui tenterait de parler d'exercices réalisés en pleine décontraction subirait les foudres des techniciens qui constatent au contraire une tension permanente et totale du corps. Comme le musicien virtuose, le gymnaste ne doit jamais relâcher son effort de perfectionnement. Nous avons dit et essayé de prouver qu'il devait cultiver assidûment des qualités fondamentales. Seul un travail personnel intense peut mettre en valeur les bonnes dispositions naturelles.
La gymnastique n'est pas l'apanage du don absolu. S'il en était ainsi, croit-on que l'on trouverait parmi les 12 meilleurs à la barre fixe 8 représentants de 2 seules écoles? Comment imaginer que le destin est réservé à celle-ci, l'éclosion spontanée de phénomènes gymnastes? L'explication réside uniquement dans le fait que l'URSS et le Japon ont su mieux que d'autres former des athlètes valables et que leurs méthodes de formation se sont montrées plus efficaces. Nous arrivons vers la fin des magnifiques épreuves masculines. Force nous est donc de conclure. Ce qui a pu étonner l'observateur peu habitué aux compétitions de l'importance de celle de Prague, c'est un esprit particulier qui y régna pendant tout le déroulement des épreuves. Il était évident que chacun donnait le meilleur de lui-même dans le but avoué de remporter la victoire, mais on sentait que cette victoire ne pouvait pas être remportée à n'importe quel prix. Le gymnaste est en quelque sorte un dilettante, un artiste qui ne semble obéir qu'à la mystique de l'œuvre bien faite. Cette mentalité prend incontestablement la forme d'une profession de foi collective dans laquelle n'interviennent jamais les différences de race et de nationalité. C'est dans l'existence de cette fraternité sportive exceptionnelle que la gymnastique est la plus digne d'intérêt et que sa pratique est extrêmement rassurante.